Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Francis Pichon. Alors Francis Pichon est membre de notre société historique depuis très très longtemps. Alors ceux qui ne le connaissent pas personnellement, quelques mots quand même sur son parcours. Francis Pichon, il a fait toute sa carrière à Laon. Il est originaire de la région. Il a fait toute sa carrière à Laon. Il était bibliothécaire de la ville de Laon. Et il a travaillé pendant longtemps, il a dirigé la médiathèque de Montreuil, hein, donc dans la ville basse. Alors il connaît très bien le fond de la bibliothèque Suzanne Martinet, la bibliothèque municipale de Laon. Et vous savez qu'à Laon, dans la bibliothèque municipale, ils ont une collection complète des journaux locaux. Hein, et puis en particulier toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors il a épluché tout ça patiemment et arrivé à l'âge de la retraite, il a mis tout ça en forme et il en a fait un livre. Et il m'a envoyé son manuscrit au moment du premier confinement. En mars 2020. Alors, ça a été ma lecture pendant une partie du premier confinement. C'était une lecture très agréable parce que, Francis Pichon, on le connaît depuis longtemps. Il a beaucoup participé aux mémoires de la Fédération. Il a fait de nombreux articles d'histoire locale. Alors, c'est quelqu'un qui écrit très bien et c'est toujours très vivant. Et son livre sur la presse à Laon, c'est vraiment un livre très, très agréable à lire. Hein, alors, la souscription, elle s'est arrêtée hier. Bon, s'il y en a qui ont des regrets et qui veulent, à l'issue de la conférence, se procurer le livre, bon, exceptionnellement, comme on est entre nous, on vous le fait encore au prix de la souscription, mais ce sera fini après. Hein. Après, vous pourrez aller le trouver chez Brunto. J'en ai apporté là 25 exemplaires chez Brunto, et donc il est en vente va être en vente dans les librairies de Laon au prix de 25 €. Voilà, la souscription c'était 20 €. Alors si vous avez des regrets, vous aurez qu'à dater votre chèque d'hier. Et ça, je pense que ça passe. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup à Francis Pichon d'avoir fait ce beau livre sur la presse locale. Et puis, je le remercie d'être venu ce soir pour nous en parler. Merci beaucoup. Oui, Eric vous a à peu près dit la genèse du travail que j'ai fait. Effectivement, en tant que bibliothécaire, j'ai eu l'avantage d'avoir accès aux collections de la bibliothèque qui est très riche. Et j'ai mis longtemps à me demander que faire de toute cette masse. Effectivement, j'ai pris au moment de ma retraite la plume et j'ai écrit. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la presse. Je vais vous parler que de la presse locale entre les années 40 et 44, mais j'ai essayé de trouver une autre orientation que celle du livre, qui soit différente. Comme ça, vous aurez aussi la primeur de lire quelque chose de presque totalement original dans l'ouvrage. Je vais commencer par vous parler d'un article, du premier article que j'ai lu, là maintenant presque 20 ans, quand j'ai découvert les collections de la bibliothèque. Et j'ai... Oui, pardon. Il faut que j'apprenne à parler au micro, ce que je n'ai pas l'habitude. Donc, quand j'ai découvert les collections de la bibliothèque, notamment je suis tombé sur un journal qui s'appelle Les Nouvelles de l'Aide, et le premier article sur lequel je suis tombé, c'est celui-ci. Il est daté du 24 août 1940. Il s'appelle « À Laon, la vie reprend son cours ». Près de 8000 Lanois auraient intégré leur foyer. Il faut
penser qu'en 1936, au recensement, la ville comptait 20 254. Et lorsque, après la déclaration de guerre et l'invasion allemande, au 20 mai 1940, il ne reste que 350 habitants. Mais très vite, les Lannois vont revenir sur place et dès la fin du mois août, ils reviennent presque en masse, malgré, je dirais, les difficultés qui pouvaient exister à cette époque-là, puisqu'il existe entre Soissons et Laon, je dirais ce que je pourrais appeler une frontière qui interdisait, puisque Laon était une zone dite interdite. Donc je reprends la lecture de l'article. Donc près de 8000 Lannois ont réintégré leur foyer. La ville a très peu souffert de la guerre. Une maison, avenue de la République, a été écrasée par une bombe. Un obus a fait une brèche dans la façade nord du marché couvert. On trouve dans les quartiers bas des traces plus nombreuses, notamment avenue Carnot, rue du Ponceau et rue de Reims-à-Vaux, rue Arsène-Housset-Ardon. Ces meurtrissures à peine visibles seront vite réparées. Les principaux services publics, préfecture, trésorerie, PTT, ponts et chaussées ont repris leur activité. À la mairie, M. Levandré, rentré l'un des premiers, se consacre entièrement à l'administration de la ville. Chaque jour, l'on reçoit la visite des cultivateurs, industriels et maires du département qui y viennent chercher des directives pour la moisson, la remise en route des subsides ou l'administration de leur commune. On sent que chacun est décidé à faire tous ses efforts pour rattraper le temps perdu et collaborer au redressement du pays. Et l'animation de l'antique cité, à l'ombre de sa majestueuse cathédrale, est pour tous un spectacle réconfortant. C'est un regard très positif une description presque idyllique d'une ville qui revit, qui va complètement s'épanouir. Il faut rappeler que là, l'article a été publié le 24, l'armistice a été signé le 22 juin, il y a 2 mois qui se sont écoulés. Donc cet article m'a rappelé étrangement ce que j'avais lu, puisque je me suis aussi intéressé à la Première Guerre mondiale, au type d'article que je pouvais trouver dans un journal qui a été publié à la fin de 1914, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, qui s'appelait le Journal de guerre, qui était vraiment un journal écrit par les Allemands en français, mais pour les Français. Là, il me semble aussi que c'est un article de commande, certainement écrit soit par les services de propagande du gouvernement de Vichy, ou soit même directement par les forces d'occupation. Donc cet article, je l'ai trouvé dans un journal qui s'appelle Les Nouvelles de l'Aide. Pour faire un rapide historique de la presse, du monde de la presse à Laon à la fin des années 30, il y avait sur le département de l'Aisne 22 journaux qu'on pourrait appeler de quotidien, même si sont d'information, même si la plupart ne paraissent qu'une fois par semaine. Sur Laon, il y en a 4. Alors, il y a le Courrier de l'Aisne, pour commencer, qui est, je dirais, certainement le plus ancien, qui est le journal de la droite. Il y a l'Aisne et la Défense nationale réunie, qui a été créé en 1915 et qui est le journal des réfugiés du département à Paris. Et il y a ce qui nous intéresse au premier plan, les tablettes de l'Aisne, qui a été créé et dirigé par Charles Westerkamp, et la Dépêche de l'Aisne,
qui est créé et géré par messieurs Brunto, René et Jean. Donc lorsque la guerre se déclare, donc le Tibet 1940, sur l'ordre d'évacuation donné par la préfecture d'Athus-Esmé, et les Allemands rentrent dans la ville le 20 mai. Les derniers, ces 4 journaux qui existaient sur la ville ont comme dernier numéro les dates des 10 et 11 mai, soit quelques jours avant l'arrivée des Allemands. L'un des journaux de l'aide et la défense nationale réunie n'existait déjà plus à cette époque-là. Il s'avait connu au moment de la déclaration de la guerre en septembre 1939, trop de difficultés pour poursuivre leur édition, manque de personnel, difficulté de trouver du papier, etc. Donc ils se s'amornent très rapidement en espérant pouvoir reparaître. Il y a une particularité à vous signaler, c'est que si tous ces journaux s'arrêtent au mois de mai, il n'y en a qu'un seul qui va continuer à apparaître sous son appellation, je dirais, telle qui était connue d'origine, la Dépêche de l'Aisne, qui suit bien sûr les réfugiés jusqu'en Normandie, à Laval, dans la Mayenne, et qui va paraître 2 numéros à Laval. Il faut remarquer aussi que ces 2 numéros qui comportent les numéros 20 et 21 vont être suivis d'un numéro 22 qui va paraître le lundi 4 septembre 1944, comme si les messieurs Brunto, que ce soit René ou Jean, voulaient continuer, perdurer, je dirais, la vie de leur journal, comme si rien entre 1940 et 1944 s'était passé. Il faut dire que ces gens comme René, comme Jean Brunto, vont revenir très vite sur la ville en 1940. La présence de Jean Brunto y a attesté dans la ville le 28 juin. Il va se rapprocher des autorités allemandes pour pouvoir publier un journal qui va s'appeler Les Nouvelles de l'Aisne. Le premier numéro date du 24 août 1944. Souvent, c'est la même équipe territoriale, la même diffusion, et une même présentation. Je vais vous montrer un numéro, un des rares numéros que je possède. J'ai beaucoup de mal à trouver. Comme vous le voyez, c'est pour, je dirais, ceux qui connaissent la presse dans les années entre 2 guerres, c'est quelque chose de très similaire. Là, il y a 4 pages. Bon, là, c'est un numéro qui date du début 1940-41, sur du papier qui reste encore de bonne qualité. Parce qu'au fur et à mesure de la guerre, le papier va devenir très cassant et les collections de la bibliothèque dans les dernières années, dans les années 44, ont quelques numéros manquants. La présentation reste assez aérée, relativement, bien qu'on évite de perdre un maximum de place. Et je dirais que les messieurs Brunto vont connaître une expansion de leur titre de façon inouïe. Il faut dire qu'en 40, c'est le seul journal sur l'an
enseignement qui est autorisé. Avant-guerre, la dépêche était éditée à 1500 exemplaires. Et dès 1941, en janvier 1941, il atteint 28 000, progression importante, et 32 000 même au bout d'une année. Donc ce qui va amener de multiplier les éditions sur l'an, Saint-Quentin, Soissons et Château-Thierry. Mais bon, c'est pas, je dirais, c'est Jean Brunto qui est certainement celui qui a fait en sorte de faire paraître très rapidement un titre de presse. Il n'est pas le seul. Il y a Charles Westerkamp qui est là aussi. Westerkamp va voir son journal, les tablettes de laine, interdit, et non, il n'arrivera pas à le faire republier durant la guerre. Il existait sur Soissons un journal qui s'appelait l'Argus de Soissonnais, qui est dirigé par Fossé d'Argos et qui va bénéficier, comme pour les tablettes de laine, d'une autorisation très rapide de la part des Allemands d'être publié. Et c'est même le premier sur le département de l'Aisne, puisque le premier numéro date du 14 août 1940. Et il va multiplier ses éditions aussi, sur l'an notamment, et l'édition lannoise de l'Argus du Soissonnais va apparaître à partir du 1er janvier 1941. Et là, on va y retrouver de façon très, très importante la signature de Charles Westerkamp, qui va complètement, je dirais, dominer l'Argus du Soissonnais jusqu'à en devenir rédacteur en chef à la fin de la guerre. Pour revenir un peu à mon sujet, je dirais, de la vie quotidienne dans la ville de Laon, je vous ai tracé rapidement au travers du premier article que je vous ai lu un portrait quand même très synthétique de la ville, mais très rapidement, dès le 31 août, dès le numéro 2, il y a un article qui va donner une vision très différente. Il n'est pas signé, mais à la lecture que j'en ai fait et aux éléments qui sont donnés à l'intérieur de l'article, on identifie le signataire, c'est Jean Brunto. Donc il rappelle, il fait un rappel de la situation de la ville à la fin du mois de juin lorsqu'il arrive. Et il écrit qu'il s'imagine un instant, c'est cracheux, la situation telle que nous l'avons trouvée au 28 juin dernier, 350 ou 400 personnes en tout étaient demeurées à Laon, femmes et vieillards pour la plupart. Pas un boulanger, pas un charcutier, ni un boucher, pas d'épicier parmi eux, et cependant chaque jour il fallait manger. On ne choisit pas un imprimeur, il s'offrit plein de bonne volonté et désirant avant tout d'être utile à ses concitoyens. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les colonnes des nouvelles. Ce sont des articles qui apportent, je dirais, un regard plus grossi, plus je dirais, qui donne une vision de la ville tout à fait quand même différente de l'article que je vous ai lu, notamment
en tout premier. Des regards à caractère assez critique. Ce qu'il y a critique et informatif, la volonté qu'un Jean Brunto, puisque c'est lui essentiellement qui va œuvrer à l'intérieur du journal, c'est d'apporter au maximum les informations les plus complètes. La première mission qui se donne est informer. Ne serait-ce que, comme il le note lui-même, que le titre du journal, les nouvelles de l'aide, de l'aide. Donc, c'est de faire, de participer à la diffusion des nouvelles lois, des nouveaux règlements, des nouveaux arrêtés qui vont gérer toute la vie quotidienne, économique de la ville. Des informations très pratiques par moment, et notamment, là c'est une mauvaise photocopie, des tableaux, il y a énormément de tableaux. Là, c'est sur les rations et ce qui est alimentaire, ce qui est disponible pour la loi. On y trouve par exemple que pour le pain, il y a les rations qui sont de 100 à 350 grammes par jour, selon le fait qu'ils sont destinés aux enfants ou aux travailleurs de force. Pour la viande, on est dit aussi que c'est 250 grammes par semaine. Pour les communes urbaines, mais 225 grammes seulement pour les communes rurales. Pourquoi cette différence entre la ville et la campagne? Je pense que vous comprenez aussi pourquoi. Pour le fromage, il y a 60 grammes par semaine. Mais pour les matières grasses, il n'y a que 525 grammes. Par contre, pour les pâtes alimentaires, il n'y a rien. Donc, néant. Donc, c'est pour le mois de septembre 1941, il n'y avait pas de pâtes. Donc, ces informations vont se multiplier, faire l'objet de présentations brutes, comme je vous l'ai dit, mais aussi de petites articles, là, qui sont souvent signés Jean Brunto, JB, et qui, à partir de ces tableaux, proposent hebdomadairement un menu. Donc, je vais vous lire ce que Jean Brunto propose à ses concitoyens au mois de juillet 1942. Pour les hors-d'œuvre, parce que c'est un menu plusieurs services. Pour les hors-d'œuvre, il faut penser aux ressources du jardin, pour ceux qui en ont. Hein. Bon. Les radis, les carottes, nouvelles râpées, etc. Mais pour les carottes, si on voulait les acheter sur le commerce, je dirais dans le commerce, contre ticket bien sûr, les fans comptent dans le poids des carottes. Donc, oui, et je dirais c'est là l'un des rares moments où Westerkamp fait preuve d'une petite ironie. Il se demande que faire des fans et que pour l'instant personne n'a su utiliser de façon adéquate les fans. Donc pour le menu donc, de juillet 42, Jean Brunto passe ensuite à la viande.
il note quand même que quand la viande, si on arrive à le trouver, parce qu'il y a des réquisitions allemandes qui sont lourdes, euh, pour ce mois de juillet, il y avait 1860 bovins, 144 veaux, 515 porcs et 1253 moutons qui sont réquisitionnés. Et lorsqu'il y a un défaut de viande, bien sûr, on peut se rabattre sur d'autres sources, notamment des œufs. Mais le problème, c'est que s'il y a des œufs, il y a la difficulté de les faire venir dans la ville, parce qu'il y a un manque de carburant, la pénurie touche tout, et donc il y a la difficulté de faire venir. Les poissons, parce qu'il y a toujours cette ressource, exactement, madame. Donc, selon avec, je dirais, le style un peu ironique de Jean Bruto, du poisson. Vos maris, mesdames, se feront un plaisir et un devoir d'aller à la pêche pour vous en procurer. Le fromage. Il y a un fromage qui reste sur le département, c'est le maroilles. A priori, à part le maroilles, il ne parle de rien d'autre. Pour le beurre, il note que les promesses inscrites au tableau de rationnement sont honnêtes. Pour terminer, puisque c'est fromage et dessert dans le menu qu'il nous propose, il est composé de ressources locales, cerises, crozet, cassis. À condition, puisque bon, je dirais, ces fruits, les récoltant quand bien sont bonnes, mais il conseille de ne pas les réserver pour les confitures, puisque il y a un élément qui manque crucialement à cette époque, le sucre. Il y a un fait aussi qu'on retrouve régulièrement dans les journaux qui concerne la vie quotidienne des Lannois, donc outre les rationnements, les difficultés de trouver, les pénuries d'essence pour pouvoir faire venir et déplacer les produits, le fait qu'il y ait une prédominance qui est donnée, une priorité qui est donnée à certaines villes, notamment Paris. J'ai trouvé qu'en janvier 1943, il y a une ration supplémentaire de beurre qui est attribuée de 50 grammes, mais qui ne profite qu'aux villes prioritaires. Donc, et là, René Brunto se demande aussi pourquoi, puisque bon, là, l'Inde et notamment la Thiérache reste un gros producteur de lait, de beurre avec l'élevage. Donc, dans la vie quotidienne, au niveau alimentaire, la vie n'est pas facile. Et on doit faire, bien sûr, pour se procurer tous les quelques denrées qu'on peut trouver, il faut faire les queues devant les magasins. Et dans les queues, il y a des queues qui nous sont présentées de façon, je dirais, assez
des queues que je pourrais appeler sans raison. Pourquoi qu'il y a une queue qui s'établit? C'est ce que là, Charles Westerkamp se pose dans un article de mai 1941, quand il note que trop souvent, il y a des queues qui s'effectuent devant un magasin fermé, puisqu'il y a une personne qui s'est stationnée devant ce magasin en espérant qu'il ouvre et que d'autres personnes vont faire comme elle, comme des moutons de pain du jeu. Ainsi, il note que l'on voit une dizaine de personnes attendre l'ouverture de la boutique, parfois sans savoir ce qu'il y aura à vendre et même ce qu'on peut acheter. Mais les queues, c'est aussi un lieu de conflit. Ça, il y avait au 50 rue Châtelaine un crémier qui s'appelait Marinoni, donc un Italien. Et c'est une nouvelle qui nous est rapportée par les Nouvelles de l'Aisne en janvier 1941. Il y a eu des incidents assez vifs et à tout le moins regrettables qui se sont produits. Donc il y avait des clientes attendant l'arrivée du beurre, sans prier à des mères de famille qui passaient devant elles pour prendre leur lait. Donc il y a deux queues qui s'effectuent, donc une queue pour le lait, une queue pour le beurre. Mais comme il y a du lait, celles qui venaient chercher leur ration, on peut avancer, alors que celles qui attendaient le beurre n'ont absolument rien retenu. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une plainte, bien sûr, de portée, la police est mêlée, une perquisition a eu lieu chez le crémier pour voir si, effectivement, il possédait du beurre et du lait, ou du beurre, ou du lait, ou que du lait. Le marché, bon, outre les magasins, il y a le marché de la villa. Je ne sais plus, je n'ai pas trouvé où j'ai oublié quel jour il pouvait se tenir. Mais donc, dans les Nouvelles de l'Aisne, donc probablement dans un article qui serait signé par Chambrunto, puisque c'est une petite chronique qui revient très régulièrement, qui s'appelle d'une semaine à l'autre. Il écrit: existe-t-il toujours un marché à Laon ou n'existe-t-il pas? À cette simple question, on peut répondre: il y avait un marché, jadis. Depuis 2 semaines, il n'y en a plus. Ce marché se tenait, comme l'on sait, à un coin de la place du Parvis. 3 ou 4 marchands de légumes y firent leur apparition timide. Puis, sans crier gare, le samedi dernier et le samedi précédent, s'il y eut l'accueil traditionnel des clients, on chercha en vain les marchands. C'est quelque chose d'assez récurrent que nous trouvons dans ce journal. C'est quelque chose que, ce regard un peu critique qui est porté, qu'on n'entend pas forcément d'un journal édité durant l'occupation, c'est quelque chose qu'on retrouve que dans les Nouvelles de l'Aisne, et absolument pas dans l'autre journal, dans l'Argus du Soissonnais. L'Argus du Soissonnais va connaître beaucoup de changements de titre, mais bon, que dans mon ouvrage, comme ici, dans ma petite conférence, je vais me contenter de son titre d'origine, l'Argus du Soissonnais. Il y a de la part des
des autorités allemandes durant la première période de l'occupation, donc en 1940 et qui va jusqu'à fin 1942, cette volonté de laisser au maximum la presse dans un état le plus proche de ce qu'elle était avant la guerre. Donc, on y retrouve le même ton, la même liberté d'expression, à condition que ça ne mette pas en cause la présence allemande, ni les mesures prises par les autorités allemandes, ni bien sûr toute la réglementation et toutes les lois qui sont appliquées dans la zone occupée, notamment définie par le gouvernement de Vichy. Donc, une situation sanitaire et alimentaire très difficile, et on le retrouve, je dirais, dans les journaux, avec les bilans qui sont donnés et qu'on retrouve très régulièrement du Secours national, qui est une institution qui est créée assez ancienne, hein, puisqu'elle est créée pendant la Première Guerre mondiale, mais qui se dirait remis à l'ordre du jour et relancée par le maréchal Pétain. On y lit des articles réguliers dans lesquels on voit l'action de cette institution de charitable, et notamment dans les Nouvelles de l'Aisne en novembre 1942, qui parle de distribution de bois, qui est due aux dirigeants du Secours national et qui propose dès 9h du matin à une centaine de familles démunies un petit stock de bois qui vont être enlevés soit avec des voiturettes, des poussettes, des remorques, des brouettes, jusqu'à des voitures d'enfants désaffectés. Localement, ce secours national est dirigé par Julien Broche, donc l'ancien archiviste, qui s'est, merci de me souffler, archiviste du département, et qui va avoir une action très... Le Secours national va être une institution qui, comme la Société historique, est composée uniquement de bénévoles. Pour 1941, sur la section de langue, ils sont 65, excusez-moi, rien que pour les services administratifs, 20 pour les services sociaux et 30 pour des secrétaires cantonaux. Et leur action est importante puisqu'ils apportent une aide financière. Pour l'alimentation, il y a eu notamment pour l'année 41 3 720 000 francs apportés, dont 1 664 000 pour l'achat de biscuits à la caséine. Donc la caséine, c'est une protéine laitier, et ces biscuits étaient destinés à l'alimentation, disons un complément alimentaire pour les enfants dans les écoles. Pour l'habillement, il y a eu 3 720 000 francs de dépensés, dont 2 millions, un peu plus de 2 millions pour l'achat de matières premières, des vêtements, des sabots,
des chaussures et des fournitures pour les s'ouvrir. Les s'ouvrir, ce sont des ateliers de couture qui sont gérés par des bénévoles, des femmes bénévoles essentiellement. Pour l'aide matérielle, il y a notamment il y a eu 41 000 pièces apportées, donc dont 5 768 vêtements hommes, 8 427 femmes et 8 026 vêtements pour les enfants. Il y a eu 10 245 paires de sabots distribuées, 3 126 paires de galoches et 4 052 paires de chaussures. Il y a eu fait aussi notable pour cette période de l'occupation, l'aide aux jeunes ouvriers, puisque bon, il y a une action importante qui est menée pour pouvoir développer cette autoproduction. Il y a eu pour l'année 41 un peu plus de 100 000 bons d'achat de graines et de matériel et 122 900 kilos de plantes de pommes de terre de distribuer, 145 000 choux. Ces jardins ouvriers sur l'Anse, situés à Vaud, essentiellement, il y a Saint-Marcel. En tant qu'ancien bibliothécaire, j'ai retenu que même pour les bibliothèques, bénéficient de l'aide du Secours national. Il y a eu à peu près presque 28 000 euros qui ont été apportés pour installer des bibliothèques et acheter des livres, notamment en milieu rural. Et il y a surtout un effort éducatif qui est apporté, notamment puisque c'est le Secours national qui organise sur la ville et sur le département les colonies de vacances. Les colonies de vacances Donc il y a un article que j'ai trouvé qui date du 27 juin 1941 dans l'Institutionnel par Westerkamp. Je vous lis l'introduction de cet article. Depuis longtemps, le rôle bienfaisant des colonies de vacances a été démontré. Combien d'enfants fatigués par une année scolaire et par des mois d'hiver rigoureux sont revenus transformés après un séjour de quelques semaines au grand air. Cette année plus encore, un repos en pleine campagne avec une alimentation saine et régulière s'avère pour les jeunes une imposante nécessité. C'est ce qu'a particulièrement bien compris dans le département de l'Aisne le Secours national qui a entrepris la création de 25 colonies de vacances. Donc ce sont tous les bienfaits qui sont notés. Les colonies de vacances vont être un moyen, certes, d'aider les familles nécessiteuses, de faire profiter les enfants du grand air, mais aussi de participer à leur éducation et à je dirais, il y a un aspect de propagande qui sont très, très marqués.
Cette propagande, on la retrouve certes dans ce qui se passe en quelques moments privilégiés de l'année, et notamment au cours de la fête des mères. La fête des mères, donc, qui est une fête bien sûr ancienne, mais qui est mise en place par le maréchal Pétain. Et là, Ouesterkamp, dans l'arcus du Soissonnais, va se faire le relais ardent de la politique du maréchal. Notamment pour lui, il rapporte les propos du maréchal concernant les mères de foyer. Maîtresse du foyer, la mère, par son affection, par son tact, par sa patience, confère à la vie de chaque jour sa quiétude et sa douceur. Par la générosité de son cœur, elle fait rayonner autour d'elle l'amour qui permet d'accepter les plus rudes épreuves avec un courage indéniable. Mère de notre pays de France, votre tâche est rude, elle est aussi la plus belle. Vous êtes, avant l'État, les dispensatrices de l'éducation. Vous seuls savez donner à tout ce coût du travail ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. C'est logorrhée qu'on va retrouver dans la totalité des colonnes de l'Argus. C'est vraiment Charles Ouesterkamp est un partisan total et inconditionnel du maréchal et de la politique du gouvernement de Vichy. C'est le même Charles Ouesterkamp qui se réjouit de deux choses autour toujours de cette femme et de cette mère et de la famille. Donc l'un des trois triptyques du gouvernement de Vichy, famille, travail, famille, patrie. Donc du 17 juin au 20 juin 1943, à l'hôtel de Ville-de-Lans, il y a une exposition qui s'intitule sur la famille française et qui connaît un grand succès. Alors, je vais vous lire ce que Ouesterkamp écrit de cette expo. Il nous la présente. Quel seuil de l'expo, au panneau si vivant, de l'exposition plutôt, au panneau si vivant et aux fraîches couleurs, on voit se dérouler l'histoire d'une famille heureuse. Tant de gens semblent ignorer aujourd'hui les joies familiales qu'il était devenu nécessaire de leur révéler ce simple bonheur quotidien. À côté des joies de la famille, nous passons aux tristesses de ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu fonder un foyer qui éclaire des choses d'enfants. Tous les visages de la solitude sont là pour faire réfléchir les créatifs et les égoïstes. Bien sûr, c'est un leitmotiv régulier de la part de la politique du gouvernement de Vichy. C'est, je dirais, que la mère est considérée avant tout comme une reproductrice, pour très court, oui, un ventre. Et c'est le même Ouesterkamp qui se réjouit un peu plus tard de l'ouverture d'une école ménagère agricole à Chéret, qui est installée dans le château et dont le but est de faire de bonnes ménagères et mères de famille. Donc, on y apprend le travail à effectuer dans les étables, dans les porcheries, dans les clapiers de la basse-cour, mais aussi à la laiterie, et bien sûr de savoir entretenir un potager.
dans ces petits moments de fête, comme la fête des mères qui est régulièrement tous les ans fêtée, il y a un moment particulier, des journées de solidarité qui ponctuent régulièrement la vie de la ville, notamment les journées de solidarité qui se passent entre le 27 et le 31 novembre. Toujours de la part, disons, toujours dans ce que Charles Westerkamp écrit dans ses éditoriaux. Secrétariat général à la jeunesse, le secrétariat général à la jeunesse attache une grande importance à ce que ces journées se passent dans l'ordre, dans la discipline et surtout dans la tenue. Dans la tenue. Trop longtemps, par un snobisme stupide, les jeunes ont mis leur gloriole à se mal tenir, à être débraillés, à causer incorrectement. Il fallait, pour être à la page, être swing, avoir les cheveux longs, des pantalons de golf, fumer, décasant, la pipe dans la rue. Donc c'est un regard très, très traditionnaliste de la société telle qu'elle est souhaitée par le gouvernement de Vichy et au niveau local, relayée totalement par le journal dans lequel Charles Westerkamp écrit, c'est-à-dire l'Argus du Soissonnais. Durant cette journée de solidarité, donc des 27 et 31 novembre, il y a eu des soirées de galas de théâtre qui sont données. Et durant cette journée, ces deux moments de spectacle qui sont donnés, il y a un auteur et un acteur qui s'y taille la part du lion. Il écrit, notamment, il y présente une petite scénette qui s'intitule 1980 ou les deux irréductibles du Stalag. C'est l'histoire de deux prisonniers qui n'ont pas voulu rentrer. Même après, dans une France qui croyait encore perdue. Et le petit-fils de l'un d'eux qui est venu les rechercher, leur dit qu'au contraire que la France a changé sous l'action du maréchal, que la France a été rénovée et que le miracle est accompli. Cette personne est un poète. Donc il y a une de ses poésies qui est lue, qui s'appelle La mort du cygne, qui nous présente un cygne blanc qui s'allie au bleu du lac et au sang qui coule de son flanc. Donc blanc, rouge et bleu, ce sont les trois couleurs de la France. Et là, vous allez le retrouver dans l'ouvrage. Il écrit aussi une allégorie très émouvante qui s'intitule « Hier, demain ». Hier, la France représentée par Madame U. Westerkamp. Alors là, malgré mes recherches, je n'ai pas identifié qui était cette personne de U. Westerkamp, puisque ce n'est pas l'épouse de Charles, et successivement la proie des Juifs qui lui montent les yeux, des francs-maçons qui la bâillonnent, des communistes qui lui bouchent les oreilles, des profiteurs qui la ligotent. Donc là, ce sont les quatre ennemis qui sont régulièrement présentés par le gouvernement de Vichy. Les Juifs, les communistes
et les francs-maçons. Mais, oui, trois. Et je dirais le quatrième, ce sont les profiteurs, donc je dirais c'est très ambigu de la part du gouvernement de Vichy. Il y a une critique du régime, disons du système capitaliste quand même qui est vaguement amorcé. Pour revenir à cette allégorie, donc de la France maillotée, décotée, mais il y a les jeunes qui arrivent, qui vont la libérer, qui enlèvent son maillot, qui lui débouchent les oreilles, qui lui arrachent le bandeau, qui coupent les liens, et c'est l'apothéose. L'apothéose d'une France retrouvée, vêtue de blanc, le drapeau aux trois chères couleurs retrouvé qu'entourent les jeunes qui l'ont sauvé. Alors, cet acteur, cet auteur, ce poète, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé très régulièrement dans le journal tenu par messieurs René et Chambrunto pour apporter le discours de propagande que les services de propagande voulaient faire apparaître dans la presse locale, dans toute la presse et notamment la presse locale. Comme, bon, je dirais les propriétaires des Nouvelles de l'Aisne sont peut-être un peu trop récalcitrants, je dirais, il faut reconnaître. Ils vont y mettre parfois deux personnes dont la signature vont se retrouver très régulièrement, notamment cet auteur et cet acteur qui s'appelle Raymond One, H-O-I-S-N-E, qui va signer la plus... C'est pas la loi qui va signer régulièrement sur le diminutif de Ré. Il est né au Quédois, dans le Nord. C'est un jeune comme tout cela. Il n'a pas de formation de journaliste, mais je dirais une écriture, une plume très allègre qui va être fortement utilisée par les services de propagande dans les colonnes du journal. Alors là, c'est je dirais, le pendant de Charles Westerkamp, donc c'est un nationaliste très convaincu, un antisémite, et je dirais que vous le retrouverez aussi dans mon ouvrage, un admirateur du régime nazi. Donc l'apologie, non pas seulement non, même pas, de la part de Raymond One, non pas l'apologie du maréchal, mais du Führer. Il y a des pages, et le seul article antisémite que j'ai pu retrouver dans toute la presse lannoise entre 40 et 44 a été écrit par lui. Il y a de très larges extraits dans mon ouvrage. C'est un antisémitisme très virulent. Pour revenir à des considérations plus légères qui concernent la vie quotidienne des Lannois, bien sûr, il y a les moments de loisirs, hein. On ne peut pas les oublier. Aussi, franchement, en 1940, j'ai trouvé un petit entrefilet qui informe les Lannois de la ouverture du restaurant Le Café des Entrepôts. Hein.
rue Clatigny, la première rue à droite de la gare. Il situe bien, il précise bien. Et la cuisine y est soignée. Donc, a priori, il y a aussi ces loisirs culinaires. Quelque chose que je retrouve très régulièrement dans les colonnes, et là, surtout, non pas dans les colonnes de Nouvelle-Tolède, ce sont les plaisirs de l'eau, hein, bien sûr. Donc, très régulièrement, Chambre-Tour se pose la question, la piscine va-t-elle rouvrir? C'est pas la piscine du plateau, hein, bien sûr. Elle était prévue avant-guerre, mais elle n'a jamais fait. C'est celle de la cité des cheminots. Hein. Et je dirais que Chambre-Tour se réjouit en juin 41 aussi de la ouverture des bains de Saint-Quentin. Pour pouvoir éventuellement inciter la municipalité de Laon à remettre en fonction soit la piscine, soit les bains qui est de l'Ardente dans tout cela. Ça s'effectue, cette ouverture, je dirais, les Ladois vont pouvoir profiter des plaisirs de l'eau en août, à partir d'août 42, hein, puisque les nouvelles de l'Inde vont se faire, je dirais, pour faire l'écho de la ouverture de la plage de Laon à Monarteuil-les-Bains. Éclaterie, bousculade, gerbe d'eau fraîche qui vous éclabousse. Parfois le plouf d'un plongeur qui vient de quitter sa plateforme. Donc il y a les plaisirs de l'eau, il y a les plaisirs de la lecture. Donc toujours en tant qu'ancien bibliothécaire. J'ai trouvé un article, je sais que la bibliothèque de Laon poursuit son activité durant toute la guerre. Hein. Je connais même, disons, le nom du bibliothécaire, mais qui va, je dirais, choisir à la fin de sa carrière une toute autre activité que celle du livre pour s'occuper du service du travail obligatoire. Oui, tout le monde n'est pas prêt, tous les bibliothécaires ne sont pas parfaits. Donc la bibliothèque, en août 42, les dépêches de laine notent que si elle est théoriquement ouverte, c'est qu'il y a une pancarte qui fait connaître que celle-ci demeurera fermée durant tout le mois d'août. Alors il regrette qu'en pleine période de vacances et de loisirs, il y ait cette fermeture. Il y a les cinémas qui vont rouvrir, notamment un seul, le Carillon, hein, donc rue du Trexoctobre. Et je dirais, Jean Brunto note sa ouverture le 28 novembre, mais avec un petit clin d'œil. Il précise bien que c'est le Carillon, rue du 13 octobre, et je cite cette rue dont nous venons de marquer un nouvel anniversaire. 13 octobre, c'est la victoire, c'est contre les Allemands. Donc c'est un petit pied de nez, il va essayer très régulièrement de faire ces petits pieds de nez aux forces d'occupation. Il y a le théâtre qui rouvre en mars 1942, mais avec une représentation d'une compagnie qui va, dans, je dirais, les nouvelles de laine,
note qu'à la place de l'orchestre qui aurait dû accompagner cette compagnie, il y a eu un mauvais piano, mais ça n'a pas empêché le public d'ovationner. Il y a les fêtes foraines qui sont relancées. En 42, en août 42, la fête, il a non pas le nom m'échappe. Comment vous s'appelez la fête de la cité? La fête de la cité maintenant. La cité des cheminots. Oui, oui. Le Non, mais long des j'étais, rails, oui, des le long chemins des de rails. A lieu, toujours, bon, avait lieu à cette époque-là, mais elle s'installe sur le square du passage supérieur, c'est-à-dire un peu pour moi la place Victor Hugo actuellement. Alors, ce que les nouvelles disent, c'est que la fête foraine, le mot n'est pas de trop, c'est bien une fête foraine que nous avons assisté avec ses manèges, ses attractions, le bruit de ces orchestrophones, c'est-à-dire des orgues de Barbarie, et de ces pick-up parmi le remous de la foule dont les flots se croisaient et s'enchevêtraient. Et parmi les manèges qui sont proposés, il y en a qui retient notamment ce qui est appelé le cirque de la mort, c'est-à-dire des motocyclettes qui tout ça. La même année, en 42, c'est la fête foraine qui accompagne la foire d'hiver de l'an qui est relancée au mois de décembre. Et cette foire va être, je dirais, marquée par un fait tragique. C'est ce que je pourrais appeler le premier bombardement de la ville de Laon. C'est pas proprement dit un bombardement, mais plutôt d'après ce que précise M. Allan dans ses ouvrages, c'est certainement un bombardier qui est en difficulté, qui se débarrasse de quelques bombes. Il y en a qui tombent sur la place Victor Hugo au moment de cette fête. Et notamment sur un restaurant qui se situe à cette place-là. 42. 42, c'est monsieur, c'est de souvenir, vous allez le retrouver dans mon ouvrage, c'est Madame Kamassu qui va être la victime, donc la tenancière de ce restaurant. Je le précise parce que tout cela, c'est pas indiqué, hein, c'est pas la presse locale va pas faire accro-titre, c'est que je l'ai retrouvé au travers d'un article paru dans les Nouvelles de l'Aisne qui concerne la cérémonie religieuse concernant relative à l'enterrement de cette dame. Alors pour revenir au loisir, il y a les balles. Quand ils peuvent avoir lieu. Jusqu'en décembre 1942, les Nouvelles de l'Aisne déplorent que les balles sont interdits. Selon le désir du délégué à la formation du gouvernement Vichy auprès du préfet de l'Aisne, qui note qu'il n'est pas tolérable
qu'un million des nôtres, c'est-à-dire il fait allusion aux prisonniers de guerre, continuent à souffrir quand tant de familles sont en l'angoisse de manquer à ce point de dignité. Donc les balles vont bien avoir lieu, mais dans les campagnes, dans les bois, en cachette. C'est ce que note, je dirais, c'est ce que déplore Westerkamp dans ses articles, s'il était formule de danser. On nous signale que ne pouvant danser dans les villages, les garçons et les filles se réunissent dans les clairières témoins environnants et s'en donnent à cœur joie. Donc il est interdit de prendre du plaisir. Voilà, j'aurais pu multiplier. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, mais bon, vite. Je dirais que pour terminer sur quand même, dans le domaine du loisir, c'est un peu de musique. Et je dirais que à l'hôtel d'Angleterre, il y a eu un moment, il y a une troupe de tziganes qui sont venus faire de tzigane, de la musique manouche, qui est donnée à cette époque-là. J'ai oublié de noter précisément l'année, mais la musique manouche, dans les années 42, 43 certainement, c'est ça noté. Ceci pour vous deux. Voilà, donc une chose que je vois qui m'a échappé et qui revient aussi régulièrement dans les journaux, c'est les comptes rendus du conseil municipal. Ça, c'est la rubrique qu'on retrouve dans tous les journaux locaux, même dans l'Union, les nouvelles d'aujourd'hui. Hein. C'est compte rendu, il y a Jean Brunto qui déplore qu'il y a souvent qu'une seule, puisque même à cette époque-là, ça a toujours été, les conseils municipaux sont ouverts au public, et souvent il n'y a qu'une seule personne dans le public, c'est lui, Jean Brunto, qui relate. Mais je dirais ce que je voudrais noter, c'est, je dirais, au moment où ça se passe, choix 41, c'est l'installation du nouveau conseil municipal de la ville. Donc, il y a monsieur de Vadré qui est viré. viré. Oui, car en parlant, il y a beaucoup de personnes qui sont virées. Oui, non, mais je suis belge, j'habite la Belgique et donc je m'amuse beaucoup de la politique française depuis un moment. C'est mon regard lointain. Donc il est remplacé par M. Gérandal, qui était notaire à la ville et qui va faire un discours très dans l'air du temps à cette époque-là. Je ne dis pas qu'il a collaboré, hein, loin de là. Mais je dirais dans son discours, dans son attitude, il doit correspondre à ce que les nouveaux conseils municipaux doivent répondre. C'est-à-dire qu'il a trois priorités. Aider le travailleur, travail, développer l'idée de famille, de la patrie. Et la patrie, il ne le fait pas directement, mais sa troisième priorité, c'est l'éducation de la jeunesse, je cite, afin de veiller à ce que soit donné à l'enfant le goût du travail. Donc,
je dirais, la patrie, en quelque sorte. Voilà, j'espère que ça vous a donné la curiosité de lire ce que j'écris, qui est beaucoup plus développé. Donc je ne vous souhaite qu'une chose, bonne lecture. Que sont devenus les journalistes, en particulier celui de Soissons qui était plus virulent, semble-t-il? Est-ce que ça, ils sont arrêtés? Donc, bon, les journalistes, oui, excusez-moi, les journalistes, donc, pour parler des principaux, hein, donc déjà des directeurs et rédacteurs en chef. René Chambouteau, vous connaissez tous leur devenir. Hein. Ils vont reprendre dès septembre 1944 leur travail et leur titre ancien, la Dépêche de l'aide. Ils ne vont pas être poursuivis. Je dirais, ils vont devoir faire face à de fortes dénonciations de leur part de leurs anciens collègues. Il y a Westerkamp qui n'a pas pu remettre en place, en fonction, les gens poursuivent le travail qu'il faisait dans son propre journal, dans les tablettes de l'aide, mais dans l'archive soissonnais, il y est l'élément principal. Il va fuir il fuit en Allemagne durant la libération. Et il y aura 2 procès qui vont être faits contre lui. Un premier en contumace, puisqu'il n'est pas, qui vont le prononcer, si monsieur de Sorbon, la peine de mort. Et un deuxième, quelques années plus tard, qui, là, je dirais, lui, il est emprisonné, donc il va le condamner. Les restes des journalistes, notamment Raymond Wade, que j'ai parlé, comme l'équivalent, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Je n'ai pas trouvé trace auprès des tribunaux et même de la cour d'appel, de la cour d'Amiens, trace d'un procès quelconque. Donc je n'en sais rien. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes intéressé par le livre? Merci beaucoup. Oui, c'est pas que vous trompez trop la banlieue. J'écris mieux que je parle.